J'ai toujours été la fille invisible de la famille Beaumont, celle dont on oubliait le prénom lors des grandes réceptions. Celle qu'on présentait vaguement comme « Ah oui, notre cadette », avant de détourner rapidement la conversation vers ma sœur aînée, Céleste. Pendant que je passais mes après-midi dans notre bibliothèque familiale à Neuilly-sur-Seine, dévorant des livres sur la finance et l'investissement, Céleste éblouissait tout le monde avec ses exposés brillants et ses projets scolaires remarquables. Maman adorait raconter à ses amis du 16e comment Céleste avait été acceptée à Sciences Po avec les félicitations du jury, comment elle maîtrisait 3 langues couramment, comment elle réseautait déjà avec les futurs dirigeants de la France. Moi, j'étais juste Margot, la petite qui griffonnait des calculs dans ses cahiers et qui s'intéressait bizarrement au marché boursier. Si cette histoire vous touche, si vous comprenez ce que c'est que d'être sous-estimé par ceux qui devraient croire en vous, je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne. Parce que ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est exactement ce parcours-là. Celui qu'on fait dans l'ombre jusqu'au jour où la lumière devient aveuglante pour ceux qui refusaient de nous voir. Cliquez sur ce petit bouton rouge, activez la cloche. Parce que vous allez vouloir entendre la suite de cette histoire, croyez-moi. Papa dirigeait une maison de courtage relativement prospère dans le 8e arrondissement. Il rentrait chaque soir avec des dossiers sous le bras et des histoires fascinantes sur les fluctuations du CAC 40, les fusions-acquisitions, les stratégies d'investissement des grands groupes français. Pendant que Céleste écoutait poliment avant de retourner à ses activités mondaines, moi, je buvais ses paroles. Je posais des questions précises sur les produits dérivés, sur l'analyse technique, sur la psychologie des marchés. Papa souriait gentiment, comme on sourit à un enfant qui s'intéresse aux jouets des grands. Puis il se tournait vers Céleste pour parler de choses sérieuses, de son avenir prometteur, de ses stages dans des cabinets prestigieux. À 16 ans, j'ai ouvert mon premier compte-titre avec l'argent que grand-mère m'avait légué. 8 000 € que tout le monde pensait que je dépenserais en vêtements ou en voyage. J'ai commencé à trader prudemment, à étudier les bilans d'entreprise, à anticiper les mouvements de marché. En 6 mois, j'avais doublé mon capital. En 1 an, j'avais 25 000 €. Personne n'en savait rien. Quand on me demandait ce que je faisais de mes journées, je répondais vaguement que je m'intéressais à l'économie. Et les regards s'éteignaient aussitôt. Céleste, elle, était devenue la coqueluche de notre cercle social. Après Sciences Po, elle avait enchaîné avec HEC, puis avait décroché un poste chez LVMH qui faisait pâlir d'envie toutes les connaissances de maman. Les dîners familiaux dans notre hôtel particulier se transformaient en véritables exhibitions des accomplissements de ma sœur. Elle parlait de ses déjeuners au Plaza Athénée avec des directeurs marketing, de ses projets de développement pour le marché asiatique, de sa récente promotion qui lui avait valu un bureau avec vue sur les Champs-Élysées. Les invités pochaient la tête avec admiration. Voilà une jeune femme qui comprend le luxe, qui sait évoluer dans les hautes sphères, disait Oncle Bernard, qui possédait une chaîne d'hôtels sur la Côte d'Azur. Elle a l'étoffe des grands leaders. Maman rayonnait littéralement. Pendant ce temps, mon portefeuille d'investissement atteignait tranquillement les 150 000 €. J'avais développé une stratégie basée sur l'analyse fondamentale des petites capitalisations, des entreprises sous-évaluées que je revendais avec des plus-values substantielles. Je vivais toujours dans mon studio étudiant du 5e arrondissement. Je portais des vêtements de chaîne abordables. Je prenais le métro. La famille pensait que je survivais avec une petite allocation et un hypothétique travail de consultante en finance dont je parlais jamais vraiment. Le véritable tournant est arrivé il y a 3 ans, quand Céleste a annoncé qu'elle quittait LVMH pour lancer sa propre marque de maroquinerie de luxe. L'effervescence dans la famille était indescriptible. Papa a immédiatement proposé d'investir 50 000 €. Oncle Bernard a rajouté 30 000. Même tante Anélie, qui était pourtant plutôt radine, a sorti 15 000 € de ses économies. Céleste va révolutionner le marché du luxe français, déclarait maman à qui voulait l'entendre. Elle a le réseau, l'expérience, la vision. C'est exactement ce dont la France a besoin.
Le lancement de la marque, Maison Beaumont, naturellement, a été somptueux. Cocktail au Georges V, article dans le Figaro, présence de quelques influenceuses triées sur le volet. Les sacs étaient effectivement beaux, avec ce mélange d'artisanat traditionnel et de design contemporain que Céleste avait conceptualisé. Les prix étaient stratosphériques. Entre 2000 et 5000 euros la pièce. C'est du positionnement premium, expliquait Céleste avec assurance. On ne vise pas le volume, mais l'exclusivité. Nos clientes sont des femmes qui apprécient le raffinement absolu et qui ont les moyens de leurs ambitions esthétiques. Pendant que Céleste occupait tout l'espace médiatique familial, je continuais mon travail d'ombre. Mon portefeuille avait franchi le cap du demi-million d'euros. J'avais diversifié mes investissements, intégré de l'immobilier commercial, pris des positions dans des startups technologiques prometteuses. L'une d'entre elles, une fintech spécialisée dans les paiements mobiles, avait été rachetée par un géant américain, me rapportant une plus-value de 200 000 euros d'un coup. J'avais 24 ans et je gérais presque 1 million d'euros d'actifs. Personne dans ma famille ne se doutait de quoi que ce soit. Quand on me demandait comment j'allais, je répondais que ça allait, que le travail était correct, que je m'en sortais. Les regards compatissants qui s'ensuivaient me faisaient sourire intérieurement. Cette pauvre Margot qui n'a pas eu la chance d'avoir l'ambition de sa sœur, devais-je lire dans leurs pensées. Les premiers signes de difficulté chez Maison Beaumont sont apparus au bout d'un an. Les ventes ne décollaient pas vraiment. Céleste expliquait que c'était normal, que le luxe était un marathon, pas un sprint, que la construction d'une marque prenait du temps. Elle a organisé des défilés privés, payé des placements produits chez des personnalités des réseaux sociaux, multiplié les collaborations avec des artistes contemporains. Tout cela coûtait une fortune. Les investissements initiaux de la famille ont fondu comme neige au soleil. Papa a remis 50 000 euros. Oncle Bernard a rajouté 20 000. La pression montait, mais personne n'osait vraiment remettre en question la stratégie de Céleste. Elle avait travaillé chez LVMH après tout. Elle savait ce qu'elle faisait. Au bout de 18 mois, la situation était critique. Maison Beaumont brûlait l'argent sans générer de revenus suffisants. Les stocks s'accumulaient. Les créanciers commençaient à s'impatienter. Céleste avait besoin d'une injection massive de capital pour survivre. Au moins 500 000 euros pour refinancer la production, relancer le marketing, tenir jusqu'à ce que les ventes décollent enfin. La famille n'avait plus ces sommes disponibles. Papa avait déjà hypothéqué une partie de ses actifs. Oncle Bernard commençait à se poser des questions sérieuses sur la viabilité du projet. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'intervenir. Pas directement, bien sûr. J'ai contacté un cabinet d'investissement privé basé à Luxembourg, avec lequel j'avais déjà travaillé sur d'autres dossiers. Je leur ai demandé de structurer un investissement dans Maison Beaumont, en mon nom, mais sous couverture totale d'anonymat. 600 000 euros en échange de 45% des parts de l'entreprise et un siège au conseil de surveillance. Le cabinet a présenté l'offre à Céleste comme provenant d'un family office fortuné qui s'intéressait aux marques de luxe émergentes et qui avait été séduit par le potentiel de Maison Beaumont. Je me souviens parfaitement du dîner où Céleste a annoncé la nouvelle. Son visage rayonnait d'un mélange de soulagement et de fierté. « J'ai trouvé un investisseur majeur », a-t-elle déclaré en levant sa coupe de champagne. Un fonds d'investissement luxembourgeois spécialisé dans le luxe. Ils ont une vision à long terme. Ils comprennent que construire une marque demande du temps et de la patience. Ils croient vraiment en Maison Beaumont. Maman a pleuré de joie. Papa a serré Céleste dans ses bras. Oncle Bernard a hoché la tête avec satisfaction. « Je savais qu'elle réussirait », a-t-il dit. Elle a l'intelligence et le talent nécessaires pour convaincre les vrais professionnels de l'investissement. Moi, j'ai souri poliment et j'ai trinqué avec tout le monde. « Félicitations Céleste », ai-je dit simplement. C'est une excellente nouvelle. Personne n'a remarqué l'ironie dans ma voix. Personne ne pouvait imaginer une seule seconde que la petite Margot effacée, qui portait un jean délavé et un pull basique, était en réalité l'investisseur mystérieux qui venait de sauver l'entreprise de Céleste. Les mois suivants ont été fascinants à observer. Avec mon capital, Maison Beaumont a pu relancer sa production, améliorer sa stratégie marketing,
Ouvrir une boutique éphémère rue du Faubourg Saint-Honoré. J'assistais aux réunions du conseil de surveillance en visioconférence sécurisée, mon visage flouté, ma voix modifiée par un logiciel. Je posais des questions pointues sur les marges, sur le positionnement, sur la stratégie de distribution. Céleste répondait avec assurance. Parfois avec une pointe d'agacement face à ces investisseurs qui ne comprenaient soi-disant pas vraiment l'industrie du luxe. Si seulement elle savait que derrière cette voix déformée se cachait sa petite sœur qui avait multiplié par 100 son capital initial en quelques années. Les dîners familiaux sont devenus encore plus insupportables. Céleste parlait constamment de ses investisseurs sophistiqués, de leurs exigences élevées, de la chance qu'elle avait d'avoir trouvé des partenaires qui comprenaient vraiment le secteur. Ces gens-là ont financé des marques comme Hermès ou Chanel à leur début, racontait-elle avec emphase. Ils savent reconnaître le potentiel exceptionnel tant ils le voient. Ils ne s'intéressent qu'aux projets qui ont une vraie profondeur, une vraie authenticité. Pas aux petites affaires sans envergure. Elle me lançait parfois des regards que je ne pouvais interpréter que comme de la pitié mêlée de condescendance. « Toi aussi, tu devrais peut-être essayer de voir plus grand, Margot », m'a-t-elle dit un soir. « Je sais que tu fais des petits trucs en finance, mais il faudrait que tu penses stratégiquement. Que tu comprennes comment fonctionnent les vrais investissements, les vraies entreprises. C'est pas avec des tableaux Excel qu'on construit un empire. » J'ai hoché la tête silencieusement. « Tu as raison, » ai-je répondu. Je devrais effectivement réfléchir à ma stratégie. Mon portefeuille personnel avait entre-temps dépassé les 2 millions d'euros. J'avais fait plusieurs coups remarquables sur le marché des crypto-monnaies avant le grand boom. Puis, j'avais tout converti en actifs tangibles juste avant le crack. J'avais acheté 2 appartements à Paris que je louais avec des rendements excellents. J'avais pris des participations dans 3 startups françaises qui cartonnaient. Ma vie professionnelle était devenue une machine à générer du profit. Mais je continuais à vivre modestement, à porter les mêmes vêtements, à fréquenter les mêmes cafés du quartier latin. Le contraste entre ma réalité et la perception familiale était devenu presque comique. Pendant que Céleste étalait son soi-disant succès, je construisais silencieusement une fortune réelle. Maison Beaumont, malgré l'injection de capital, continuait à rencontrer des difficultés. Les ventes progressaient lentement, trop lentement pour la structure de coûts que Céleste avait mise en place. Elle avait embauché une équipe pléthorique, loué des espaces commerciaux hors de prix, multiplié les opérations de communication coûteuses. Le conseil de surveillance, c'est-à-dire essentiellement moi à travers mes représentants, commençait à poser des questions de plus en plus pressantes sur la rentabilité. Le point de rupture est arrivé lors du dernier dîner de famille, il y a 3 semaines. C'était l'anniversaire de maman. Une grande réception dans notre maison de famille à Neuilly. Tout le gratin familial était présent, une 50aine de personnes entre cousins, oncles, tantes et amis proches. Céleste était dans son élément, virevoltant entre les groupes, racontant ses anecdotes du monde du luxe, expliquant ses prochains projets d'expansion internationale. Elle avait apporté quelques-uns de ses derniers modèles de sacs qu'elle exposait fièrement sur une table comme des œuvres d'art. À un moment, papa a levé son verre pour porter un toast. « À Céleste », a-t-il déclaré avec émotion, qui nous prouve chaque jour qu'avec du talent, de la vision et du travail acharné, on peut conquérir les sommets les plus prestigieux du monde des affaires. Elle incarne tout ce que nous avons toujours valorisé dans cette famille. L'excellence, l'ambition, le raffinement. Les applaudissements ont éclaté. Céleste a rougi de plaisir. Maman avait les larmes aux yeux. Moi j'étais assise dans un coin, un verre de vin blanc à la main, observant la scène avec un mélange de détachement et de lassitude. Puis, Céleste s'est approchée de moi. Elle avait bu plusieurs coupes de champagne et son assurance habituelle s'était muée en quelque chose de plus agressif. « Tu sais, Margot, m'a-t-elle dit, assez fort pour que plusieurs personnes autour puissent entendre, j'aimerais vraiment que tu comprennes la différence entre jouer à la finance dans ton coin et vraiment construire quelque chose d'important. Moi, je crée de l'emploi, je crée de la valeur, je travaille avec des investisseurs de haut niveau qui gèrent des centaines de millions. Toi, tu fais quoi exactement?
Tu jongles avec quelques actions en ligne? C'est mignon, mais c'est pas du vrai business. Le silence s'est installé progressivement autour de nous. Les conversations se sont tues. Tout le monde écoutait maintenant. C'est gentil de t'intéresser à l'économie, a continué Céleste, avec un sourire condescendant. Mais faut arrêter de jouer à la businesswoman avec tes petits placements. Le vrai monde de l'argent, celui où on prend des vrais risques, avec de vrais enjeux, c'est pas pour tout le monde. Faut avoir une certaine envergure intellectuelle, une certaine compréhension des mécanismes complexes. Toi, tu es plutôt du genre à suivre des tutoriels sur YouTube, non? L'assemblée a ri. Pas méchamment, mais avec cette forme d'amusement gêné qu'on réserve aux situations inconfortables, où quelqu'un dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Même papa a souri. Oncle Bernard a hoché la tête, comme pour approuver les propos de Céleste. Maman a posé une main apaisante sur l'épaule de ma sœur, mais c'était une main qui disait « Tu as raison, mais sois gentille quand même. » J'ai regardé Céleste droit dans les yeux. « D'accord, ai-je simplement répondu. Message reçu. Mais quelque chose dans ma voix, et une certaine froideur que je ne contrôlais plus, a fait vaciller une seconde son sourire. Elle a détourné le regard et est retournée vers ses admiratrices. Moi, je suis restée assise encore quelques minutes, finissant tranquillement mon verre de vin. Puis, je suis partie discrètement. Personne n'a vraiment remarqué mon départ. Dans le taxi qui me ramenait vers mon appartement, j'ai pris ma décision. C'était terminé. Les années de silence, d'humilité forcée, de sous-estimation permanente, tout ça allait prendre fin. Le lundi matin, j'ai envoyé un email au cabinet luxembourgeois qui gérait mon investissement dans Maison Beaumont. Le message était court et sans ambiguïté. Après analyse approfondie des performances financières et des perspectives de rentabilité de Maison Beaumont, j'ai écrit: Je souhaite exercer mon droit de retrait et récupérer l'intégralité de mon investissement initial, majoré des intérêts contractuels. Veuillez initier la procédure dans les plus brefs délais et convoquer un conseil extraordinaire pour mercredi. Je veux également que mon identité soit révélée lors de cette réunion. Il est temps que les choses soient claires. La réponse est arrivée dans l'heure. Le cabinet confirmait ma demande et précisait qu'un retrait de 600 000 € dans les conditions actuelles de l'entreprise provoquerait très probablement une crise de liquidité majeure, voire une cessation de paiement. Il me demandait si j'étais bien certaine de ma décision. J'ai répondu par un seul mot. Oui. Le mardi soir, Céleste m'a appelé. Sa voix tremblait légèrement. Il se passe quelque chose de bizarre avec mes investisseurs, a-t-elle dit. Ils ont convoqué un conseil exceptionnel pour demain. Ils parlent de restructuration, de retrait de capital, de performances insatisfaisantes. Je comprends pas. On était sur la bonne voie. Les derniers chiffres étaient encourageants. C'est stressant, ai-je répondu d'un ton neutre. Tu penses que c'est grave? Je ne sais pas, a admis Céleste. Et pour la première fois depuis des années, j'ai entendu de la vraie inquiétude dans sa voix. Ils sont tellement exigeants, ces investisseurs. Ils ne comprennent pas que le luxe, ça se construit sur le long terme. Ils veulent des résultats immédiats, alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne. J'essaie de les joindre pour discuter, mais ils restent très évasifs. Je lui ai souhaité bonne chance et j'ai raccroché. Le mercredi matin, je me suis réveillée avec une étrange sérénité. J'ai enfilé pour la première fois depuis longtemps une tenue qui reflétait vraiment ma situation financière. Un tailleur Chanel, sobre mais élégant, que j'avais acheté impulsivement quelques mois plus tôt et que je n'avais jamais osé porter. Je me suis maquillée soigneusement, j'ai pris un taxi jusqu'au bureau luxueux du 8e arrondissement où se tenait la réunion. Quand je suis entrée dans la salle de conseil, Céleste était déjà là, assise face à 3 hommes en costume que je reconnaissais comme les représentants du cabinet luxembourgeois. Elle m'a regardée avec surprise. « Margot, qu'est-ce que tu fais là ?»« Je suis venue pour la réunion, » ai-je répondu calmement en prenant place au bout de la table. Les 3 hommes se sont levés respectueusement. « Bonjour, mademoiselle Beaumont, » a dit le plus âgé. « Nous sommes ravis de vous rencontrer enfin en personne. » Céleste nous regardait alternativement, complètement désorientée. « Attendez, je ne comprends pas. Vous vous connaissez? Comment? »
Le représentant principal a souri poliment avant de se tourner vers moi. « Souhaitez-vous que je fasse les présentations officielles, mademoiselle ?»« Oui, s'il vous plaît, » ai-je répondu. Le moment est venu. Mademoiselle Céleste Beaumont, a-t-il déclaré d'un ton formel, permettez-moi de vous présenter officiellement Mademoiselle Margot Beaumont, investisseur principal et actionnaire majoritaire de Maison Beaumont à hauteur de 45% des parts, représentant un investissement initial de 600 000 € effectué il y a 18 mois. Le visage de Céleste est passé par toutes les nuances possibles d'émotion en l'espace de quelques secondes. Incrédulité, confusion, choc, puis une sorte d'horreur grandissante à mesure que l'information pénétrait réellement son esprit. « Ce n'est pas possible », a-t-elle murmuré. « Toi tu es un investisseur luxembourgeois? Toi tu as 600 000 €? Toi tu as financé mon entreprise ?» Passy Parmon a compris. J'ai hoché la tête calmement. En réalité, j'avais beaucoup plus que 600 000 € quand j'ai investi dans Maison Beaumont. Mon portefeuille personnel à l'époque tournait autour d'1,3 million. Aujourd'hui, il dépasse les 2,8 millions. J'ai commencé à investir à 16 ans avec l'héritage de grand-mère. J'ai développé mes propres stratégies, fait mes propres analyses, pris mes propres risques. Et contrairement à ce que tu penses, j'ai plutôt bien réussi. Le silence dans la pièce était assourdissant. Céleste me fixait comme si j'étais devenue une étrangère absolue. Pendant tout ce temps, a-t-elle articulé difficilement, pendant que je parlais de mes investisseurs sophistiqués, de leur compréhension du luxe, de leur vision stratégique, c'était toi? Pendant que je te disais d'arrêter de jouer à la businesswoman, pendant que je me moquais de tes petits placements, c'était ton argent qui faisait tourner ma boîte? Oui, ai-je confirmé simplement. Et maintenant, Céleste, je vais te dire pourquoi nous sommes tous réunis ici aujourd'hui. Je retire mon investissement. Les 600 000 € plus les 120 000 € d'intérêts contractuels. Je veux tout récupérer d'ici la fin du mois. Le choc sur le visage de Céleste s'est transformé en panique pure. Tu ne peux pas faire ça. L'entreprise va couler. On n'a pas cette trésorerie disponible. Tous mes fournisseurs, mes employés, mes engagements. Tout va s'effondrer si tu retires ton capital maintenant. Je sais, ai-je répondu d'une voix calme mais ferme. J'ai étudié les bilans en détail. Maison Beaumont est structurellement déficitaire. Tu as une stratégie coûteuse, des charges fixes énormes et des revenus insuffisants. Mon investissement a juste retardé l'inévitable. Tu as construit quelque chose de beau, c'est vrai, mais tu n'as jamais vraiment compris les fondamentaux financiers. Tu as cru que le prestige et le réseau suffiraient. Ils ne suffisent pas. Céleste s'est levée brusquement, sa chaise raclant le sol dans un bruit désagréable. « Pourquoi ?» a-t-elle crié, et sa voix se brisait. « Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu m'as financé si c'était pour tout détruire ensuite? Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Au début, ai-je expliqué, je voulais vraiment t'aider. Je croyais en ton projet. Je pensais que tu avais le talent et la détermination nécessaires. J'ai investi anonymement pour éviter que ça devienne un problème familial. Pour que tu puisses garder ta fierté et ton autonomie. Mais tu sais quoi, Céleste? Pendant ces 18 mois, pas une seule fois tu n'as cessé de me rabaisser. Pas une seule fois tu n'as considéré que je pouvais avoir de la valeur, des compétences, une réussite propre. Tu as utilisé mon argent pour financer tes rêves tout en me répétant que je ne comprenais rien au vrai business. Tu m'as humilié publiquement lors de l'anniversaire de maman, devant toute la famille. Tu m'as dit d'arrêter de jouer à la businesswoman. Alors maintenant, je vais te montrer exactement ce que c'est qu'une vraie businesswoman. Une vraie businesswoman sait quand couper ses pertes. Et Maison Beaumont est une perte. Les larmes coulaient sur les joues de Céleste maintenant. « S'il te plaît » a-t-elle supplié. Et ce mot dans sa bouche était tellement inhabituel que j'ai failli fléchir. « S'il te plaît, ne fais pas ça. Je vais changer. Je vais m'excuser devant toute la famille. Je vais reconnaître que j'ai eu tort sur toute la ligne. Mais ne détruis pas 3 ans de travail. Ne gâche pas tous ces efforts. » J'ai secoué la tête lentement. Ce n'est pas une question de vengeance, Céleste. C'est une question de business. Tu me l'as assez répété. Le vrai business, c'est dur, c'est impitoyable. C'est pas pour les petites joueuses. Eh bien voilà, tu découvres à quoi ça ressemble vraiment.
Mes représentants vont t'envoyer les documents officiels de retrait. Tu as 30 jours pour organiser le remboursement. Bonne chance. Je me suis levée et j'ai quitté la salle sans me retourner. Les jours suivants ont été un chaos absolu dans la famille. Céleste a dû annoncer à papa, à maman, à oncle Bernard et à tous les autres que son investisseur providentiel était en réalité sa petite sœur qu'ils avaient tous sous-estimée pendant des années, et que cette même petite sœur venait de retirer son capital, plongeant Maison Beaumont dans une crise existentielle. Les réactions ont été variées. Papa m'a appelé, oscillant entre l'incrédulité et quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration. 2 800 000 €, a-t-il répété plusieurs fois, comme pour se convaincre que c'était réel. Tu as vraiment construit ça toute seule, en partant de 8 000 €? Maman a pleuré. Pas de fierté, mais de confusion et peut-être de honte d'avoir été si aveugle. Oncle Bernard, pragmatique comme toujours, m'a demandé des conseils pour son propre portefeuille, ce qui m'a fait sourire malgré moi. Mais c'est Céleste qui a eu la réaction la plus intéressante. Après une semaine de silence total, elle est venue sonner à ma porte un soir. Elle avait les traits tirés, les yeux rouges. Quand je lui ai ouvert, elle est restée plantée sur le seuil sans rien dire pendant une longue minute. « Je peux entrer ?» a-t-elle finalement demandé d'une petite voix. Je me suis écartée pour la laisser passer. On s'est assise dans mon petit salon modeste, si différent des intérieurs luxueux qu'elle fréquentait d'habitude. « Je suis venue te proposer quelque chose », a-t-elle commencé. J'ai passé cette semaine à réfléchir. À vraiment réfléchir. Tu avais raison sur toute la ligne. J'ai construit Maison Beaumont sur du prestige et de l'ego. Pas sur des fondamentaux solides. J'ai dépensé sans compter en pensant que la qualité et l'image suffiraient. Je t'ai méprisé parce que tu ne correspondais pas à l'image que je me faisais du succès. Je me suis trompée, complètement. J'ai attendu qu'elle continue. Je ne te demande pas de remettre ton argent dans l'entreprise, a-t-elle poursuivi. Je sais que ce serait ridicule après ce que je t'ai fait. Mais je te demande de m'aider à la restructurer correctement, de me montrer comment faire, de m'apprendre ce que tu sais sur la vraie gestion financière. Pas comme une investisseuse, comme une sœur. Je vais accepter une réduction drastique de mes parts, je vais réduire les coûts, je vais tout remettre à plat. Mais j'ai besoin de tes compétences. J'ai regardé ma sœur, vraiment regardé pour la première fois depuis longtemps. Elle était cassée, humiliée, mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Une humilité authentique, une vraie envie d'apprendre. « Qu'est-ce que tu proposes concrètement ?» ai-je demandé. « Je te cède 60% des parts, a-t-elle répondu. Tu deviens actionnaire majoritaire. Tu nommes un directeur financier de ton choix. Je reste directrice artistique, parce que c'est là où je peux vraiment apporter de la valeur. Mais je n'ai plus aucun pouvoir sur la stratégie financière ou les décisions d'investissement. Et je veux que tu m'enseignes, vraiment, comment tu analyses les bilans, comment tu prends tes décisions, comment tu as réussi à transformer 8 000 € en presque 3 millions. J'ai réfléchi longuement. Une partie de moi voulait refuser, maintenir ma décision de retrait, laisser Céleste assumer les conséquences de ses actes. Mais une autre partie, plus profonde, voyait une opportunité différente. Pas une opportunité financière, une opportunité de vraiment reconstruire quelque chose avec ma sœur, sur des bases complètement nouvelles. D'accord, ai-je finalement dit, mais à mes conditions. Totale transparence financière, restructuration complète, réduction des coûts de 60%. Nouveau business plan que tu vas coécrire avec moi en apprenant chaque étape. Et plus jamais, tu ne minimises mon travail ou mes compétences, devant personne. Céleste a hoché la tête vigoureusement et pour la première fois depuis des années, j'ai vu une vraie gratitude dans son regard. Les 6 mois qui ont suivi ont été les plus intenses de ma vie. On a complètement démantelé et reconstruit Maison Beaumont, fermé la boutique hors de prix du faubourg Saint-Honoré pour un showroom beaucoup plus modeste, réduit l'équipe de 15 personnes à 5 personnes clés, renégocié tous les contrats fournisseurs,
revu entièrement le positionnement tarifaire pour viser un segment accessible au lieu du ultra-luxe. Céleste a découvert ce que c'était vraiment de gérer une entreprise avec des contraintes financières strictes. Je lui ai appris à lire un bilan comme je lisais mes livres d'enfants, ligne par ligne, en comprenant chaque chiffre. Je lui ai montré comment j'analysais les entreprises avant d'investir, comment j'évaluais les risques, comment je calculais les retours potentiels. Elle absorbait tout avec une avidité nouvelle. Au bout de 9 mois, Maison Beaumont était bénéficiaire pour la première fois de son histoire. Les marges étaient correctes, les coûts maîtrisés, les ventes en croissance régulière. Ce n'était plus la marque prestigieuse dont Céleste avait rêvé, mais c'était une vraie entreprise viable. Et Céleste avait changé. Elle parlait moins, écoutait plus. Elle posait des questions intelligentes sur les chiffres. Elle reconnaissait ses limites et acceptait les décisions difficiles. Le dîner de Noël dernier a été révélateur du changement. Toute la famille était réunie à nouveau dans la même maison de Neuilly. Mais l'ambiance était différente. Quand papa a levé son verre pour un toast, il a regardé dans ma direction. « À Margot », a-t-il dit avec une émotion évidente dans la voix, qui nous a appris que la réussite prend 1000 formes différentes et que le vrai talent, c'est de savoir le reconnaître chez les autres, même quand ça ne ressemble pas à ce qu'on attendait. Pardon d'avoir mis si longtemps à voir ce que tu avais construit. Les applaudissements ont éclaté, mais ce n'étaient plus les mêmes applaudissements que ceux destinés à Céleste avant. C'était quelque chose de plus authentique, de plus respectueux. Maman pleurait pour de bonnes raisons cette fois. Oncle Bernard m'a fait un clin d'œil complice. Céleste s'est levée à son tour. Elle a pris une profonde inspiration avant de parler. « Je voudrais dire quelque chose », a-t-elle commencé. Pendant des années, j'ai cru que la réussite se mesurait au diplôme, aux connexions, au prestige visible. J'ai méprisé ma sœur parce qu'elle ne correspondait pas à cette image. Je lui ai dit d'arrêter de jouer à la businesswoman. C'était moi qui jouais. C'était moi qui ne comprenais rien au vrai business. Margot a construit une fortune réelle en partant de presque rien. Elle a sauvé mon entreprise. Elle m'a appris l'humilité et la rigueur. Elle est la meilleure entrepreneur de cette famille et ça m'a pris beaucoup trop de temps pour le reconnaître. Le silence était total. Puis Céleste a levé son verre vers moi, à ma petite sœur, qui m'a montré ce que signifie vraiment être forte. Cette fois, les larmes qui sont montées à mes yeux étaient de vraies larmes de soulagement. Pas parce que j'avais gagné, pas parce que j'avais prouvé quelque chose, mais parce que finalement, après toutes ces années, j'étais vue, vraiment vue. Aujourd'hui, Maison Beaumont continue de croître régulièrement. Ce n'est pas le géant du luxe que Céleste avait imaginé, mais c'est une entreprise saine qui emploie 12 personnes et qui génère un chiffre d'affaires respectable. Céleste s'épanouit dans son rôle de directrice artistique, créant des pièces magnifiques sans la pression financière qui l'étouffait avant. Moi, j'ai enfin pu être honnête avec ma famille sur ce que j'avais construit. Mon portefeuille dépasse maintenant les 3 200 000 €. J'ai déménagé dans un plus grand appartement, pas ostentatoire, mais confortable. Je porte des vêtements qui me plaisent vraiment sans me gâcher. Je parle de mes investissements lors des dîners familiaux et les gens écoutent avec un vrai intérêt. Mais le changement le plus important, c'est avec Céleste. On se voit régulièrement maintenant, pas juste pour le business, mais comme deux sœurs qui se découvrent vraiment. Elle me raconte ses projets créatifs. Je lui donne mon avis sur la viabilité financière. On rit ensemble de nos erreurs passées. Elle m'a avoué récemment qu'elle m'enviait, pas pour l'argent, mais pour la liberté que j'avais eue de construire mon chemin sans me soucier du regard des autres. Cette liberté, je la lui souhaite maintenant. L'histoire que je viens de vous raconter n'est pas vraiment une histoire de revanche. C'est l'histoire de ce qui se passe quand on arrête de laisser les autres définir notre valeur. Pendant des années, j'ai laissé ma famille croire que je n'étais rien, parce que c'était plus simple, parce que je n'avais pas besoin de leur validation pour réussir. Mais le prix de ce silence était une forme d'invisibilité qui finit par peser, qui finit par faire mal. Quand j'ai décidé de me révéler, c'était pas pour détruire Céleste, c'était pour me libérer moi-même, pour dire enfin,
Voilà qui je suis vraiment. Voilà ce que j'ai accompli. Et vous n'avez plus le droit de me diminuer. Et la chose extraordinaire, c'est qu'en me libérant moi-même, j'ai aussi libéré Céleste. Je lui ai donné la permission d'échouer, de recommencer, d'apprendre, d'être humaine. Notre relation aujourd'hui est 1000 fois plus authentique qu'elle ne l'a jamais été quand elle était l'étoile et moi l'ombre. Si vous vous reconnaissez dans cette histoire, si vous êtes celle ou celui que personne ne voit vraiment, que personne ne prend au sérieux, je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Votre succès n'a pas besoin de ressembler à celui des autres pour être réel. Votre chemin n'a pas besoin de l'approbation de votre famille pour être valide. Construisez ce que vous voulez construire, de la façon dont vous voulez le construire. Laissez les chiffres parler pour vous quand le moment sera venu. Et surtout, n'attendez pas aussi longtemps que moi pour sortir de l'ombre. Parce que votre lumière mérite d'être vue, même si elle aveugle temporairement ceux qui refusaient de regarder dans votre direction. La vraie revanche, ce n'est pas de détruire les autres. C'est de devenir tellement pleinement soi-même qu'on ne peut plus être ignoré. C'est transformer le mépris en respect, non pas en suppliant pour l'obtenir, mais en le rendant inévitable par la force de ce qu'on a construit. Céleste ne me respecte pas aujourd'hui parce que je l'ai humiliée, elle me respecte parce que j'ai arrêté de jouer petit et que j'ai assumé ma vraie taille. Et vous savez quoi? Cette taille me convient beaucoup mieux que celle dans laquelle je me recroquevillais avant. Je ne retournerai jamais dans cette boîte trop petite. Plus jamais.